bonjour. Je suis hyper gênée, parce que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, comme ça c'est dit, et quand on me dit, ça va mieux, donc je me sens mieux. Merci Donnel. C'est vrai que, alors pour le coup, je suis pas toute jeune. Tu disais qu'à la base, je voulais encore encourager les jeunes à écrire. Bon, ceci étant, j'écris depuis très très longtemps et c'est le premier roman qui est publié. C'est aussi la première fois que je voulais vraiment partager une histoire avec des gens que je connaissais pas, puisque c'est pas si évident que ça. J'avais écrit déjà 2 ou 3 romans, mais que j'avais donné à mes proches parce que j'avais des choses à leur dire et que j'arrivais pas trop à les exprimer, à les verbaliser. Du coup, cette histoire de bus, ça parle de gens qui se rencontrent dans un bus, dans le bus 64. Alors là, vous entendez mon accent, je suis marseillaise, mais j'ai longtemps vécu à Paris. Et je prenais donc ce bus 64. À l'époque, il allait de la Porte d'Italie à la place Gambetta. Je le prenais tous les soirs en rentrant du travail. Et je travaillais dans un centre de reclassement professionnel à Suzanne-Masson. Je suis psychologue en fait. Donc c'est un centre qui accompagne les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et le soir, pour faire la transition entre la deuxième vie, la première vie qui est le travail et la deuxième vie de la maison, je prenais ce bus 64 et j'aimais beaucoup en fait essayer de parler aux gens. Voilà. Donc je créais des groupes dans ce bus et c'est l'idée même du bouquin. Par la force des choses, j'ai été contrainte à m'arrêter. J'étais enceinte et la grossesse était un petit peu compliquée, donc j'étais en arrêt. Et du coup, je me suis mise à écrire ce roman qui se déroule dans le bus 64. Alors peut-être qu'il y avait un lien. Peut-être que je voulais retourner dans ce bus 64 et que c'était un petit peu compliqué d'être alité. Et du coup, voilà, ça c'est l'idée de départ. Après, c'est un roman. Ça ne parle pas de mes romances du tout. Ça ne parle pas non plus de gens que j'ai pu rencontrer dans mon métier. J'ai beaucoup de respect pour le métier que je fais et pour les gens que j'accompagne. En gros, c'est l'histoire de 5 personnes qui prennent ce bus quotidiennement aussi, qui vont s'y rencontrer par la force des choses et qui vont commencer à développer des liens. Parmi ces personnes, il y a... Je vais peut-être vous lire le résumé. Vous voulez le résumé? Ouais. Alors, il y a Yvette et Eulone, la gamine qui lui colle au basque. Thierry qui se trimballe un mollusque sur l'épaule droite. Clarisse et son Cro-Magnon qui se moquent sévèrement. Et puis il y a Ombre qui ne sait même plus ni comment elle s'appelle ni quel âge elle a. Chacun d'entre eux a un présent pas trop commode. Ils sont tous au bord d'un grand précipice, mais ont un point commun, ils prennent le même bus, le 64, tous les jours. Alors, que va-t-il se passer? Se rencontrer, s'entraider, c'est déjà mal engagé, à moins que... Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Ouais, je vais boire un coup d'eau. C'est le stress, le cortisol, c'est la sécheresse. C'est la psychologue qui parle. Donc la particularité quand même dans ce bouquin, c'est qu'il y a un personnage qui est une ombre. Donc c'est vraiment une ombre. On ne saura pas comment elle s'appelle ni quel âge elle a. Elle ne parle pas, mais elle pense à voix haute. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de filtre. Tout ce qu'elle pense, elle le dit. Et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est en italique dans le livre. Donc tout à l'heure, quand elle est partie, elle parlait de phrases en italique. Je me suis dit, oh, tiens, c'est marrant. Donc en fait, Ombre ne parle pas, mais pense à voix haute. Donc c'est complètement sans filtre. Donc oui, ça peut être marrant, puis des fois c'est gênant. Ils ont tous quelqu'un avec eux. On pourrait dire qu'ils ont tous un ami imaginaire. Donc il y a Yvette qui est une retraitée et Eulone. Eulone, donc ça veut dire solitude. Donc c'est une petite fille qui habite avec elle.
Il y a Thierry qui a une espèce de mollusque sur l'épaule qui dégouline un peu. En fait, j'ai utilisé un petit peu ces métaphores un peu enfantines, un peu de conte, pour faire passer la pilule du réel, parce que ils ont tous une histoire très difficile, comme vous, comme moi. Mais du coup, cette métaphore-là, c'est comme Clarisse, elle, c'est une jeune, et il y a un homme de Cro-Magnon, un petit homme de Cro-Magnon qui est tout le temps avec elle aussi et qui la rappelle un peu à l'ordre. Et ça permet, je trouve, moi, de mettre un petit peu de poésie dans le récit, qui est quand même un récit assez dur, assez difficile. Et puis il y a un autre personnage aussi, on l'apprendra, c'est le narrateur. Et le langage est parfois un peu cru parce que c'est bien lui qui rédige et que voilà, il va pas par quatre chemins. Donc l'idée de l'histoire, c'est comment ils vont faire pour se parler et qu'est-ce qui va pouvoir se passer. En fait, on va apprendre un petit peu que s'ils se sont parlé ce jour-là, à cet instant-là, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Et c'est ce que je déplore un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est qu'on n'échange plus parce qu'on a envie, mais parce qu'on a besoin. Et voilà. C'est bien dit? Ouais, excellent. Merci. Merci. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Maï Hassan qui nous donne l'occasion pour la deuxième fois de parler de mon livre. C'est une traduction du français au kabyle. Mais avant ça, je voudrais évoquer deux éditions en Algérie, édition Coucou et édition FF, qui connaissent des jours pas très reluisants. Ils sont interdits de toute participation à des salons de livres. Ils sont harcelés quotidiennement. Donc je voudrais leur apporter ma solidarité et apporter aussi ma solidarité à Boilam Sensal, qui vient d'être arrêté aussi à l'aéroport d'Alger. Voilà. Donc pour revenir au livre, le livre c'est l'histoire de ma vie que j'ai traduit. Habituellement, c'est mes conférences. Je n'aime pas le mot conférence, mais l'idée, parce que j'ai toujours dit que ce mot c'est un gros mot. C'est destiné à des académiciens ou à des intellectuels qui donnent des conférences pour des étudiants ou pour des tas de personnes, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas de cela. Donc moi je préfère échanger, c'est un échange de paroles entre le public et moi. Donc habituellement je le fais en kabyle, mais cette fois-ci, comme il y a l'assistance qui ne saisit pas trop, donc je vais tenter de le faire en français. Je dis bien je vais tenter de le faire en français, hein. Il ne faudrait pas m'en vouloir si des expressions comme ça ne sont pas comprises. Voilà. Donc c'est une dame qui est née en 1882 en Algérie, plus exactement en Kabylie, dans un village, Tizi-Yebel, pour ceux qui connaissent de Faroun, elle est du même village que lui. Elle est décédée en 1965 à Bailey, en Bretagne. Elle raconte sa vie, sa vraie vie. C'est une vie, une enfance tragique, une enfance malheureuse. Elle est issue d'un couple illégitime. Donc imaginez un peu, à cette époque-là, 1882, 1800, être né de cette façon. Tout ce qui peut se dire sur elle, sur sa maman, particulièrement sa maman qui a connu une vie des plus infernales, des plus tragiques. Donc, c'est une dame qui s'appelle Aïni, elle était mariée à un vieil personnage quand même, beaucoup plus vieux qu'elle.
déjà, quand il a épousé, il avait une fille qui avait pratiquement le même âge de cette seconde épouse. Elle a eu 2 enfants avec lui. Et puis, il avait un frère qui était plus jeune que lui. Il n'avait pas d'enfant. Il voulait faire un acte comment on appelle ça, d'héritage pour sa femme. Au cas où il décède, sa femme va hériter. Comme en Kabylie, l'héritage, je pense que même un peu partout, il n'y a pas que le Kabylie, l'héritage, quand un homme décède, l'héritage revient de droit à ses frères, à ses parents, à son père, ou même à des oncles qui sont proches. Mais pas pour la femme. Donc il lui a fait un guet-apens, il lui a organisé comment on appelle ça, il l'a fait assassiner, quoi. Il l'a fait assassiner, donc ils ont fait une enquête, donc, sommaire, et puis en quelques lignes maquillées, donc ils n'ont pas trouvé l'auteur, donc il s'est fait. Et puis elle raconte, c'est Aïné qui raconte la mère de Fatma. Depuis ce jour-là, il n'a pas trouvé de paix. Il était malade, il avait des furoncles qui jaillissaient partout dans son corps et tout. Et puis, bon, il avait des terres, il avait des arbres fruitiers. Et cette année-là, tous les gens du village témoignaient qu'il n'y avait pas autant comment dire, la récolte n'a jamais été aussi bonne. Il disait à sa femme, vois ce que Dieu nous a donné, voilà. Sa femme lui disait, si on vit, si on ne meurt pas, si on vit, il lui disait, on va vivre finalement. Il est mort sans avoir eu à assister à cette bonne récolte. Et à sa mort, le frère de Aïni, le frère de la mère de Fatma, est venu la chercher juste après l'enterrement du mari, il est venu la chercher comme c'est tradition en Kabylie. Donc il lui a dit, tu prends tes affaires, tes 2 enfants, tu viens à la maison, tes enfants, notre mère va les élever et toi tu vas te remarier. Elle a dit non, pas question que je rentre à la maison, je vais rester avec mes enfants. Il était en colère parce que c'est un défi qu'elle a lancé à sa famille. Il y a une tradition kabyle, la famille, parce que la tradition veut que dès que le mari décède, la femme, elle peut rester chez elle, à garder ses enfants, ou à repartir chez ses parents. Elle a décidé de rester. Donc lui, il est parti au village, il a pris à la place du village, il a pris tout le monde à témoin, disant que ça y est, Aïné, notre sœur n'est plus de notre famille. Et là, elle est restée toute seule à élever ses enfants. Et puis, elle les a élevés contre ses beaux-frères qui voulaient hériter des biens de leur frère. Et dans la famille, il y a un jeune. Ils sont tombés amoureux tous les 2. Donc après, il est arrivé ce qui est arrivé, elle est tombée enceinte. Et imaginez tout le scandale que ça peut susciter. Et en ce temps-là, enfin, il n'y a pas qu'en ce temps-là, enfin, je pense que ça existe encore de nos jours. Une femme qui commet une telle faute, c'est la mort. Et puis, ce qui est dramatique, c'est que l'homme n'est pas inquiété dans ce genre de tragédie. L'homme, il a commis
comme si c'est pas lui, il n'est pas concerné par la faute, c'est la femme. La femme, donc, elle est vouée à la mort. Et en ce temps-là, parce que c'était encore sous le colonialisme, donc c'était l'administration française qui réunissait un peu le droit, enfin en Algérie, particulièrement en Kabylie. D'habitude, les conflits, tout ce qui se passe en Kabylie, les conflits sont réglés au niveau du village. Il y a une assemblée de village, c'est eux qui règlent tous les problèmes. Et quand les Français sont arrivés, donc ils ont instauré une justice civile. Ils ont désigné ce qu'on appelle un juge de paix. Donc les gens, quand ils ont des problèmes, ils vont chez lui, se plaindre chez lui. Et elle a profité de cette occasion. Donc dès qu'elle que sa grossesse commençait à apparaître, elle est allée le voir, elle lui a expliqué son cas. Donc il a envoyé un magistrat au village. Il a nommé un tuteur qui s'occupe de ses enfants, qui a répertorié tous les biens qu'a laissé le mari, et puis il a mis. Il a demandé aux gens de ne pas toucher à la famille de son mari, de ne pas toucher à ses biens ni quoi que ce soit. Et le jour de son accouchement, elle a accouché toute seule. Elle a coupé le cordon ombilical avec ses dents, toute seule. Et le lendemain, les femmes venaient lui apporter un peu à manger. Et donc, Fatma, après sa naissance, donc à partir du moment où elle commençait à sortir dans les rues du village, c'était l'enfer. On la désigne du doigt, les enfants la bousculaient, la tapaient, même les adultes. Donc elle a connu un enfer terrible. Et un jour, on lui a dit à Elie que des sœurs blanches ont ouvert une espèce d'asile, dans une commune proche, dans un village proche du Locle. On lui a conseillé de l'amener là-bas. Donc elle l'a amenée là-bas. Elle pensait qu'elle allait s'occuper d'elle. Finalement, ce n'était pas le cas. Parce que toutes les religions se ressemblent quand il s'agit de ce genre de choses. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit le judaïsme. Donc ça ne pardonne pas. Une femme qui fait de telles fautes, on la lui pardonne pas. Donc la fille, elle était maltraitée. Elle était vraiment maltraitée chez les sœurs. Et un jour, elle est partie la voir. Elle avait son dos ensanglanté. Ils l'ont tapé, ils l'ont fouetté. On lui fouettait pratiquement. Parce qu'elle a jeté un dé de couture dans une fosse septique, une petite fosse septique. On l'a jeté dedans pour le ramasser. Voilà. Donc, puis, voilà, je vais abréger un peu. Elle partait d'école en école de père blanc, de sœur blanche, en Kabylie, là où parce que les pères en Kabylie, ils ouvraient des écoles un peu partout en ce temps-là. Donc elle partait d'une école à une autre, jusqu'au jour où elle a atterri à l'âge de 16 ans à l'hôpital de Sainte-Eugénie de Michelet. C'est toujours les pères et les sœurs. Là, elle a trouvé quelqu'un qui voulait se marier avec elle. Au début, les parents du jeune aussi ne voulaient pas que... Lui, il était chrétien. Il était chrétien aussi. Il a été baptisé. Mais ses parents n'ont pas voulu de la fille parce qu'ils ont connu comment il est né, donc il ne voulait pas d'elle. Mais lui aussi, il a défié sa famille, donc il l'a épousée. C'est à partir de là qu'elle a commencé un peu à avoir la paix et de la sérénité. Elle est partie dans le village de son mari. Là-bas aussi, il y a des pères, donc aussi son mari, il enseignait chez les pères. Jusqu'au jour où il fallait qu'il parte parce que son père a liquidé pratiquement tout ce que le grand-père a laissé. Il a tout
tout vendu, il a tout. Comment on appelle ça? Il a pari. Dilapidé. Oui, il a dilapidé. Voilà, c'est le mot qui je n'arrive pas à retrouver. Donc il a hypothéqué pratiquement tout ce que parce que le grand-père il avait beaucoup de biens, mais à sa mort, son fils il a tout liquidé, il a hypothéqué. Donc Fatma a dit à son mari, avec qui il partageait un amour extraordinaire, une complicité. Ils sont partis en Tunisie, où ils ont vécu pendant 40 ans. C'est là que la plupart de ces enfants sont nés. Ils ont eu des enfants extraordinaires. Je ne sais pas, peut-être que vous devez entendre parler de Jean Amrouche, qui était Jean et Taus Amrouche. Jean particulièrement, qui était poète, écrivain et surtout grand journaliste. Journaliste à l'ERTF à l'époque. C'était l'un des plus grands journalistes de l'ERTF de son temps. Enfin, il a interviewé tous les grands hommes de l'époque, André Malraux, Jean Genot, André Gide. C'était la même personnel de De Gaulle, plus du général De Gaulle. Et c'est lui, il a servi d'intermédiaire entre les FLN, le Front de Libération Nationale algérien, qui avait un gouvernement provisoire qui est installé en Tunisie. Il servait de lien entre le GPRA et De Gaulle. Donc il était. Un jour, il a publié une tribune dans Le Monde en hommage et puis pour l'indépendance de l'Algérie. Il a été licencié du Monde sur intervention de Michel Debré. Pas du Monde plutôt, excusez-moi, de l'ERTF. Parce que Le Monde, c'était privé. C'était l'ERTF. À l'époque, c'était le Premier ministre, c'était Michel Debré, donc ils l'ont licencié. Il a été remis dans ses fonctions quelques jours avant les accords d'Évian, l'indépendance de l'Algérie. Il a été remis dans ses fonctions par De Gaulle. Malheureusement, il n'a pas pu participer à l'indépendance de l'Algérie. Taous, sa sœur, qui était aussi écrivaine, poète, poétesse, elle a animé aussi une émission à Radio Alger, sur la radio Kabyle. Elle a écrit beaucoup de livres, La Nuit des Temporales, Le Grand Magique, enfin j'en cite énormément de. L'amour imaginaire. L'amour imaginaire, énormément de livres. Enfin, elle était aussi amie d'André Gide, de tous les grands écrivains de l'époque. Donc la maman, Fatma, après la mort de son mari, elle est venue vivre chez ses enfants en France jusqu'au jour où elle est morte pratiquement en Bretagne. Donc le livre, c'est son fils Jean qui lui a demandé dans une lettre, maman, il faudra que tu écrives ton histoire telle que tu l'as vécue. Tu dois raconter tout ce que tu as vécu en bien, tout ce que tu as vécu en mal et tout. Donc c'est une histoire véridique. Elle a écouté son fils. Elle a tout dit, elle a raconté sa vie, elle a fait vraiment comme dans les détails, hein, sa naissance, tout dans le. C'est une histoire, elle est en français. Bon, moi je l'ai lu 2-3 fois en français. À chaque fois que je le lis, je vous dis, franchement, on dirait que d'abord c'est la première fois que je l'ai lu, et puis je sens que j'étais chercheur de cours, donc c'est ça qui m'a poussé un peu à le traduire en kabyle, parce que quand on le lit, plutôt kabyle qui le lit, il dira que c'est un livre qui a été pensé en kabyle. Donc je n'ai fait que le ramener à son origine. C'est comme ceux qui ont lu Mouloud Pharaon dans le fils du pauvre, le chemin qui monte, la terre et le ciel. C'est des livres qui, d'ailleurs, sont du même village. Ils sont pensés en kabyle, donc très facile pour la traduction, donc je n'ai pas eu de mal à traduire du français au kabyle.
voilà un peu l'histoire de cette dame qui est une histoire vraiment très tragique. Elle a vécu un enfer surtout sa maman plutôt. Hein. C'est beaucoup plus sa maman Aïni. Par la suite, elle, à partir du moment où elle s'est mariée, où elle a rencontré le jeune Qasim Amrouche, c'est à partir de là, elle s'est un peu émancipée des problèmes de la désignation, surtout ce qui l'a touché le plus, c'est quand on la désigne. Là où il va, on la désigne du doigt. Cette fille, elle est comme ci, elle est comme ça. Voilà l'histoire de cette dame, Fatma Mansour Amrouche. C'est une histoire, c'est un hommage à toutes les femmes, parce que les femmes, elles ont souffert beaucoup. Elles souffrent encore. Et en Kabylie, moi je me rappelle, parce que j'ai vécu un peu, je suis quand même en 53, je me rappelle surtout la guerre, ce qu'elles ont souffert les femmes, c'est terrible. Donc c'est un hommage à toutes les femmes en général, et les femmes kabyles en particulier.